500 avant Jésus-Christ. Il prend le pouvoir, il monte sur le trône à l'âge de 9 ans et à 19 ans meurt. Madame, monsieur, ce soir, nous sommes plongés dans l'Égypte antique avec Toutankhamon, cette œuvre de Seydou Gounia qui est là, bonsoir, et qui nous parle, qui nous relate un peu la vie de cet enfant roi. Je pense que c'est le terme exact, l'enfant roi, Toutankhamon. Mais en même temps, je ne saurais rentrer dans le vif du sujet sans vous dire merci. Vous dire merci parce que ici, notre pharaon Toutankhamon est noir. Et c'est la vraie couleur de l'Égypte antique. Tout à fait. Ils étaient noirs, les pharaons, pas blancs. Oui, ils étaient bien noirs. L'Égypte antique avait la race noire. Voilà. Maintenant, il y a eu toute une sorte de révision historique, malheureusement, qui a abîmé, n'est-ce pas, la vérité. Et même la pyramide de Gizeh, dont le nez a été cassé expressement, parce que évidemment le noir, on sait, a un nez assez présent. Et donc la pyramide de Gizeh montre que ces pyramides-là ont été conçues, bâties par des noirs. Ce qu'à l'époque était carrément difficile à croire, alors que c'est l'histoire. Et vous n'avez fait que retracer la vérité historique en mettant ici un Toutankhamon noir. Est-ce que tout le monde l'accepte avant d'entrer dans le vif du sujet? Parce que sur votre page, c'est très présent. Hein? Oui, avec grand étonnement. Je crois qu'il y a beaucoup d'étonnement quand les jeunes et un certain nombre de lecteurs découvrent que Toutankhamon est noir. Ils me posent la question, c'est une erreur d'impression? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc il était important aussi pour moi, à travers ce livre-là, de restituer la vérité historique. D'accord. Et non seulement vous avez restitué la vérité historique, mais vous êtes aussi prix national Bernard Dadier du jeune écrivain 2018. Oui. Félicitations. Merci, merci. D'accord. Alors, l'Égypte a 2 reines, mais un seul prince héritier. Je l'ai dit à l'entame, il prend le pouvoir à 9 ans, pas facilement, et il en meurt à 19 ans. Il meurt très jeune, ce roi-là. Très jeune. Plantons un peu le décor. Alors, c'est une histoire, l'histoire de Toutankhamon a existé. Tout à fait. Mais l'histoire que vous racontez tout autour du roi, de ce personnage-là, n'est que pure fiction. Oui, tout à fait. J'ai décidé d'écrire une légende qui prend ancrage dans la réalité. Et bien évidemment, je prends un peu de liberté après avec l'histoire. Pour pouvoir... Est-ce que c'est un peu, c'est pas trop de liberté? Ouais, trop de liberté, mais pour que le lecteur soit fasciné par cette civilisation-là et que ce livre soit le premier pas pour lui vers la découverte réellement de cette civilisation. Mais pourquoi? Alors pour l'instant, on laisse la trame. Hein. Pourquoi vous voulez que le lecteur soit fasciné par la civilisation égyptienne antique? Oui. L'Égypte antique n'est pas accessible, selon moi, n'est pas accessible aux Africains. Bon, l'Égypte est africaine en même temps. Oui, en même temps. Mais pourquoi? Puisque c'est une civilisation qui a fasciné. C'est la première civilisation humaine qui a inventé la médecine, l'architecture. Vous avez des preuves? Oui, bien sûr. Ce n'est même pas à moi de le dire. Oui, les Grecs même, qui s'en ont imprégné. Ils sont venus en Égypte, bien sûr. Ont évoqué cette extraordinaire civilisation. Donc, pour moi, il était essentiel que je rende une histoire, d'abord, que j'écrive une histoire africaine. Contrairement à ce que les gens pensent, que j'écrive une histoire africaine sur un personnage qui aujourd'hui attire toutes les attentions, Toutankhamon. Les trésors qu'on a trouvés dans sa tombe dépassent l'imagination. Et il faut aller certainement... assez quand même conservé pour la science. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il était important pour moi de rendre, comme je disais tout à l'heure, cette histoire accessible. Voilà. De ramener l'Égypte antique à la maison. À la maison. Oui. À la maison noire, c'est ça? Bien sûr. Un peu trop africaniste. Oui, mais c'est-à-dire, moi, je ne veux pas m'enfermer dans... Africaniste noir, oui. Non? Mais je ne veux pas trop m'enfermer dans non, je ne veux pas trop m'enfermer dans la race des Égyptiens d'Antiquité. Aujourd'hui, l'Égypte antique a une valeur universelle. Elle appartient à tous les peuples. Mais je crois qu'il est bon aussi qu'on sache la vérité.
Et c'est dans votre quête de dévoiler la vérité que notre personnage Toutankhamon existe. Tout à fait. Et il a une époque où l'Égypte a 2 reines. À 2 reines. Et un seul prince héritier. Oui. Ça, c'est fort. Alors, juste la trame un peu. Bon, le livre parle des péripéties qui vont entourer la naissance tardive de Toutankhamon. Akhenaton a 2 Akhenaton, épouses. le père de Toutankhamon. Toutankhamon a 2 épouses. Mézid, sa sœur, qui est la grande épouse royale. Alors, il faut dire qu'à l'époque de l'Égypte antique, les mariages consanguins étaient autorisés. Très. C'est bizarre. Oui, malheureusement, c'était... C'est ce qui explique qu'il y a eu La faible santé de Toutankhamon. Bien sûr, parce qu'il était très malade et personne ne pensait qu'un jour il pouvait prendre le trône d'Égypte. Et Mézid enfante très tardivement, alors que Ra'amessou, qui est la 2e épouse du pharaon, lui donne un fils qui est bien portant, qui est valeureux, qui est beau, et tous les regards sont portés vers sur lui. Voilà. Et malheureusement pour lui, la naissance tardive de Toutankhamon vient bouleverser ce l'ordre plan de succession. Donc il va s'engager maintenant une bataille jusqu'à la fin, jusqu'au couronnement de Toutankhamon. Alors pour bien comprendre la pensée de l'Égypte antique, pourquoi favoriser les mariages consanguins? C'est-à-dire un frère peut épouser sa sœur, un cousin, bon, encore que les cousins, certaines royautés en Europe avaient ce système-là, les cousins, mais le frère et la sœur s'est trop rapprochés. Pourquoi ils tenaient tant à ce que le sang... Parce que je pense que c'est dans la peut-être prévision de dire le sang doit être pur, le sang qui monte sur le trône doit être pur, un sang pur, pharaon. Parce qu'en fait, l'Égypte avait une autre particularité, c'est que le pharaon n'était pas qu'un roi. Il était un dieu. Il était un dieu. Donc, il fallait préserver ce sang-là. Il y a eu des situations où le pharaon a épousé ses filles. C'est compliqué. Voilà, pour pouvoir vraiment avoir des descendants qui sont de la lignée, voilà, qui ont une lignée divine. Heureusement que nous sommes dans l'Égypte antique. Donc, on revient à la trame, Toutankhamon qui est en retard. Oui. Mais évidemment, enfant de la première, c'est lui qui doit accéder au trône. Et donc, on arrive à avoir des manipulations, des sortilèges, puisque dans l'Égypte antique, donc il y a aussi la magie. La magie. Voilà, j'allais dire la magie blanche ou magie noire, mais la magie qui intervient, tout ça pour éliminer. Alors, il monte sur le trône à 9 ans. Oui. Bon, à 9 ans, on se dit, est-ce qu'il a l'intelligence, la sagesse nécessaire pour diriger un royaume tel que l'Égypte, quand on sait un peu toute la force et la puissance de l'Égypte antique? Oui. Au moment où Toutankhamon monte sur le trône, l'Égypte s'étend, figurez-vous, de ce qu'on appelait la Nubie, du Soudan actuel, jusqu'au Yémen. Vous imaginez l'importance du territoire. Il accède au pouvoir à 9 ans. En réalité, il est très encadré par des prêtres et par des généraux. Donc c'est eux qui vont gouverner l'Égypte en réalité, à la place de l'enfant roi. Mais dans le livre, Toutankhamon ne va pas se laisser faire. Déjà à 9 ans. Voilà, à 9 ans, il a déjà une vision de la gouvernance. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est très intelligent. Très tôt, il va s'intéresser aux papyrus, il va fréquenter les bibliothèques. Donc, papyrus, c'est donc ce papier qui leur servait donc de papier égyptien pour écrire et tout ça. Voilà. Oui. Donc il avait des traces des gouvernances d'autres pharaons, de Khéops, des notes d'Imhotep. Qui est un pharaon qui a marqué l'Égypte également. Qui a marqué l'Égypte. Et avec toute cette expérience, donc il va vouloir imprégner lui-même sa propre volonté. Donc le livre, qui est le tome 1, va finir certainement avec sa montée au trône. Est-ce que vous prévoyez un tome 2? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'arrêter à ça. Je ne vais pas m'arrêter à ça parce que quand j'ai fini, on m'a dit mais non, mais il n'a pas gouverné, on n'a pas vu ça. Donc je me suis dit il était important pour moi d'évoquer un peu sa gouvernance. D'étirer. Voilà. Est-ce que la gouvernance que vous allez évoquer sera fictive ou réelle? Parce qu'il a vraiment régné. Oui, il a vraiment... Avec Toutankhamon, il y a tellement de mystères. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément d'hypothèses. Ce sont des hypothèses. Donc,
peut-être que la fiction va rattraper un jour la réalité. On n'en sait rien. On n'en sait rien. D'accord. Alors, je sais aussi comme anecdote que vous avez été dans une école française et il y avait un tableau de Toutankhamon blanc. Oui, oui, on peut en savoir davantage. Oui, donc j'arrive dans le lycée. Pour faire la promotion de l'œuvre. Faire la promotion de l'œuvre, les étudiants sont déjà assis. Il y avait un grand portrait de Toutankhamon derrière moi. Je n'avais même pas fait attention. Et il est tout blanc, avec des traits vraiment européens, il ne faut pas se cacher. Donc, il y a un étudiant qui attire mon attention. Attention, monsieur. Voilà, il y a un problème. Je dis, mais quel est le problème? Il dit, mais Toutankhamon, votre Toutankhamon n'a rien à voir avec, avec le nôtre. Avec le vrai. Je dis, mais comment? Je regarde derrière moi, effectivement, je vois un Toutankhamon très européanisé. Je dis, mais celui-là, c'est le Toutankhamon original. C'est lui qui a gouverné en Égypte, comme ses pères d'ailleurs. Donc il est important, vous voyez, le livre, je ne l'ai pas fait que pour raconter une histoire. Au-delà du roman, de la trame qui est autour de pour moi, il était roi. important de faire passer un message aussi aux jeunes, aux Africains. Et puis bon, je vous ai dit que c'est une histoire qui a une trame universelle, donc à l'humanité aussi. Et là, on s'apprête, vous avez dit, à avoir le tome 2. Oui. Et après le tome 2, on aura le tome 3. Oui, une trilogie. Et après Toutankhamon, ça sera qui? Est-ce qu'on sera toujours dans l'Égypte antique ou on sera toujours dans la thématique africaine comme vous l'avez fait ici, pour rectifier le tir à l'histoire qui aurait pu être faussé quelque part? Oui, bien sûr. J'ai un projet, en tout cas, d'écrire encore sur d'autres Africains célèbres, pour toujours partager cette expérience-là avec les lecteurs. Et pourquoi pas écrire même sur des civilisations telles que la Grèce, parce que l'écriture est une œuvre universelle. Voilà, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler avec M. Seydou Gounia de Toutankhamon, la légende de l'enfant pharaon. Alors, c'est toujours difficile pour moi d'avoir un personnage typique qui a existé et de lire une histoire autour de lui qui n'a pas existé. Et finalement, si on y prend garde en tant que lecteur, on commence à croire à cette histoire fictive et on n'arrive plus à faire le distinguo entre le vrai et le faux. Est-ce que ce n'est pas un danger dans lequel vous nous mettez, nous, lecteurs? Non. Bon, le livre est une légende. Je vous disais, donc la légende prend ancrage dans la réalité. Oui, mais après, on se dit, quand on vous demande de parler de Toutankhamon, oui, il y avait deux reines, et puis on raconte l'histoire de Seydou Gounia, au lieu de raconter l'histoire authentique qui existait. Mais nous avons fait attention, si vous regardez bien, on a un repère historique. Oui, il y a un repère historique. Voilà, et le repère historique... Mais tout le monde n'a pas ce repère historique. Voilà, bon... Tous les lecteurs. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que c'est vrai, il y a l'imagination, il y a le merveilleux dans l'œuvre. Mais comme je vous disais, je veux que le lecteur, ce soit un début de questionnement pour le lecteur. Et que cette œuvre l'amène à aller chercher. Chercher quoi? Apprendre, à aller sur cette civilisation. Parce qu'aujourd'hui, au total, c'est la promotion de la civilisation. Oui, mais bien sûr. Il est important de savoir comment cette civilisation fonctionne. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune? Je vais vous dire, j'étais à mon bureau la dernière fois, je reçois un client. Il me dit, mais tu es écrivain, toi? J'ai dit, mais non, il est mon client depuis peut-être 2 années. Qu'est-ce que vous vendez? Il me dit, mais je suis assureur. Voilà, c'est un bon époux. Donc il vient faire l'assurance de sa voiture. Il me dit, mais vous êtes écrivain, vous n'en parlez pas? Je dis, mais comment? Il dit, ma fille est dans un lycée. Et elle a pris votre livre dans la bibliothèque. Et elle devait faire des recherches sur l'auteur d'abord, et puis sur la civilisation égyptienne. Mais j'étais ravi. C'est ce que je cherchais. Parce que ça va amener les jeunes à chercher et à comprendre. Et à comprendre quoi? Et à comprendre que l'Afrique n'est pas sortie du néant. Que l'Afrique n'est pas une civilisation, comme disait l'autre, qui n'est pas rentré dans l'histoire. L'Afrique a fait comprendre aussi peut-être que l'Afrique n'est pas un continent d'éternel assisté.
c'est ça? Mais oui, bien qui sûr. Tend toujours la main, qui n'a aucune histoire. Voilà. Nous sommes une civilisation qui aujourd'hui encore inspire l'humanité. Les sciences, la médecine. L'école, ce n'est pas Charlemagne qui a créé l'école. L'école a été créée en Égypte, dans l'Antiquité égyptienne. On imposait déjà aux parents d'inscrire leurs élèves chez des savants, chez des érudits, pour apprendre. Parce que cette civilisation avait besoin, je vous rappelle qu'elle a dominé toute cette partie du monde-là pendant plus de 4000 ans. Donc il était essentiel pour cette civilisation-là de passer le flambeau. Ce n'est qu'un prétexte en fait. Voilà. Toutankhamon n'est qu'un prétexte. Tout à fait. Vous avez un autre combat caché. Un peu quand même. Comme on dit, vous avez un agenda secret et qui commence à être dévoilé. Voilà. Vous souffrez en fait du regard qu'on porte, que certaines civilisations ou certains peuples portent sur l'Afrique. Oui, bien. Un continent sans histoire, un continent qui n'a rien fait, qui n'a pas marqué. Oui. Il y a un président français qui a dit que nos problèmes venaient du fait que nous n'étions pas assez rentrés dans l'histoire. Et selon vous, c'est grave. C'est grave. Quand vous écrivez Toutankhamon, vous vous dites attention, c'est grave ce qu'il a dit. C'est grave. Et il a dit en Afrique, au Sénégal. Donc, c'est une réponse pour ce certains monsieur. Africains ont accepté cela. Puisque personne n'a réagi sur le coup. Personne ne l'a interpellé. Donc ce livre est une réponse à ce genre de personnes. Bon, je veux dire, à part la civilisation égyptienne, y a-t-il eu d'autres civilisations africaines qui ont marqué l'histoire? Lesquelles, par exemple? Bien sûr, chez les Bantous. Les Bantous ont eu une civilisation extraordinaire. Ils ont eu des réalisations, ils ont construit des monuments qui existent encore aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Docteur Jeff, je vous en prie, venez, qu'on parle de l'Égypte antique et de la thématique africaine. Toutankhamon déjà noir, ça je l'avais fait remarquer à notre auteur, mais la thématique de la vérité, la vérité historique qui doit être ramenée à sa place concernant l'Afrique, aussi l'un de ses points forts. Docteur, votre point de vue? Merci Christelle, je pense que c'est l'une des... Dans notre parcours cette année, nous recevons donc une deuxième œuvre de recherche. Je pense qu'on en avait déjà vu une avec M. Macaire, qui essaie de retracer la vie de Soundiata. Et ici, donc, nous avons une autre œuvre de cet exemple, qui reprend l'histoire et qui essaie, n'est-ce pas, de la romancer et de la retravailler. Alors, la question, c'est tout de suite, vous êtes donc un partisan des thèses de Cheikh Anta Diop. Je suis un passionné de l'Égypte antique. D'accord. Et d'où vient cette passion tout de suite? C'est la civilisation. Est-ce que vous avez été en Égypte? Non, pas du tout. Vous avez fait des études d'histoire? Non, pas du tout. Alors comment vous vient, n'est-ce pas, l'amour de l'Égypte ancienne? Je crois que quand on est africain, à un moment on se demande d'où nous venons, qu'est-ce qu'on a accompli dans le passé. Est-ce que je suis rentré dans l'histoire? Voilà, est-ce que nous sommes rentrés? Vous êtes donc un autodidacte de l'Égypte ancienne, donc vous êtes un égyptologue à votre manière. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi Toutankhamon? Parce qu'il est un règne très court quand même. Très court. Très court. À 17-18 ans, Toutankhamon a fini de régner. Et on estime que il n'est pas considéré comme un grand pharaon dans l'histoire de toutes les façons. Tout à fait. Pourquoi Toutankhamon, justement? Et je vais vous dire... Est-ce que parce qu'il est enfant? Non. Parce que son règne est si jeune? Parce qu'il finit son règne adolescent? Quand il débute le règne tout jeune? Bon, je vais vous dire. D'accord. On a retrouvé chez Ramsès II le nègre, un monument où il retraçait un peu les pharaons égyptiens avant lui. C'est ça. Et figurez-vous qu'il a sauté... Toutankhamon. Oui, il a sauté Toutankhamon, il n'a pas parlé de lui. C'est comme si c'était une période insignifiante. Une période de trouble, parce qu'il est dans une période de trouble quand même. C'est ça. Et alors, il y a trois événements qui ne sont pas qui sont en défaveur de Toutankhamon. Un, son règne est court. Il prend le règne à 9 ans, 7, 8, 9 ans. Il met à 17, 18, 19 ans. Donc c'est très jeune, c'est adolescent. Deux, alors donc il y a l'âge, il y a la durée du règne qui est courte, et puis il y a le trouble qui entoure son règne. C'est clair. Donc est-ce que, donc là, les faits historiques montrent que les pharaons même l'ont un peu mis à l'écart de toute la dynastie. Oui. Et donc moi j'ai voulu réhabiliter ce personnage-là. D'ailleurs, je n'en ai... À quelle fin d'ailleurs?
Toutankhamon a... C'est quand même un enfant incestueux. Ça, vous ne le soulignez pas bien. Oui, mais tous les pharaons sont des enfants incestueux. D'accord. Et il continue avec la période de l'inceste. Oui, oui, parce qu'il a 2 enfants morts-nés avec sa sœur. Avec sa sœur, et lui-même, il est né, n'est-ce pas, c'est l'enfant de sa tante et de son père. Voilà. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Oui, mais ça, c'est le propre de cette civilisation. D'accord. Voilà. Donc vous voulez la regarder là où elle brille, et non où là elle est terne. Non, pour moi, c'est même pas... c'est pas un problème, ça. Vous savez, moi, je crois que toutes les civilisations ont porté... comment on appelle ça, ont quelque chose de particulier. Voilà, de particulier. Et l'Égypte avait peut-être, aujourd'hui on regarde avec le regard, on peut se dire mais c'est pas possible. Oui, ailleurs il y a eu pire. Hein. Il y a eu pire. Il y a eu la pédérastie, la prostitution. Donc on ne peut pas blâmer les Égyptiens pour ça. D'avoir épousé leurs oncles. Donc c'est des mariages consanguins, bon, ça existe depuis longtemps. D'accord. Alors, dans votre combat pour revaloriser Toutankhamon, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Qu'il était noir, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de grand? Toutankhamon a montré une autre dimension de l'Égypte antique. Des pharaons totalement inconnus. D'accord. Aujourd'hui, c'est lui qui jette un nouvel éclairage sur l'Égypte. Le sarcophage de Toutankhamon... Avec ses effets d'école là-dedans, sa richesse. Pesait près de 13 kilos d'or massif. 13 kilos d'or massif. On a trouvé des objets incroyables, ces sandalettes, qui étaient en or massif, tressées en or massif. On a trouvé un coutelas qui était fait de météorites. Météorites, d'accord. Donc des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Rares. On a trouvé ses vêtements, son sous-vêtement. Mais l'Égyptien était raffiné. Et les femmes en Égypte antique, dans l'Antiquité égyptienne, étaient coquettes. Elle mettait même des extensions de cheveux. On a trouvé ça dans des tombes. Des mèches, en fait. Il faut rappeler qu'ils étaient tous noirs. Oui, c'est important de mentionner. C'est important de le mentionner. Oui. Alors, d'accord. Donc, tout ça vous a fasciné. Hein, oui, bien sûr. Allons-y, donc. C'est un fanatique, n'est-ce pas, de l'Égypte. Alors, lorsqu'on a découvert tout cela, comment est-ce qu'on le fait rentrer dans la transformation mentale actuelle? Pour moi, l'Antiquité égyptienne était une porte fermée. Oui, bien sûr, sur la connaissance de l'Afrique, mais aussi sur d'autres événements, sur d'autres civilisations. L'Égypte antique, je commence avec l'Égypte antique, j'espère pouvoir avoir la force de pouvoir m'interroger aussi, d'inventer aussi d'autres histoires sur d'autres civilisations. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu pour cela faire des histoires, faire des recherches propres? Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur des recherches de personnes qui ont déjà leur point de vue sur l'historicité des faits, c'est-à-dire qui ont leur orientation de l'histoire? Est-ce que pour écrire et mener ce combat, le combat, n'est-ce pas, de le redressement de mentalité africaine par l'Égypte, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour vous de faire ce voyage sur ce pèlerinage, n'est-ce pas, sur la terre égyptienne? Moi, mon livre est un voyage. D'accord. Et un voyage, il débute quelque part. Oui, d'accord. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voyages. Et moi, j'estime que... Vous avez emprunté l'une des voies. J'ai emprunté l'une des voies. Je ne suis pas historien. Peut-être la plus simple. Voilà. Non, pas la plus simple. Pas forcément un universitaire historien, mais... Pas la plus simple. Parce que je vous savez que les autodidactes sont des farouches savants lorsqu'ils se forment eux-mêmes. Donc, vous êtes déjà un autodidacte en la matière. Allez un peu plus loin. Donc, mais je suis allé plus loin. Quand vous lisez l'œuvre, mon livre ne parle pas que de la succession d'Akhenaton. Il y a un rapport des Égyptiens avec la religion. Absolument. Avec la société, comment ils vivaient, avec les sciences. D'ailleurs, Toutankhamon signifie l'image unique du dieu Aton. Voilà. Donc, à travers cette œuvre, je pousse le lecteur à la connaissance de cette toute la culture de cette civilisation. Oui, bien sûr, qu'il s'en imprègne. Et j'ai vu des lycéens faire des recherches. D'accord. M'interpeller souvent dans les écoles. C'est ce que je souhaitais. Alors, quelle est la réception qui fait de cette œuvre particulièrement dans votre parcours d'écrivain? Quelle réception on en a? Vous avez déjà obtenu le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain en 2018. C'est ça. Ce qui est un record. C'est déjà que d'écrire un premier livre. C'est le premier. C'est le deuxième. C'est le deuxième que d'écrire un livre et d'être récompensé par la critique nationale et avoir le prix combien prestigieux de l'illustre centenaire Bernard Dadier. C'est déjà encourageant. L'autre étape, c'est quoi? C'est le tome 1, il y aura le tome 2. D'accord. Et je suis toujours mon cheminement, je suis dans mon voyage. Toujours sur Toutankhamon ou bien sur un autre? Toujours sur Toutankhamon. Je n'ai pas encore fini avec donc vous allez donc cerner tout son règne. Voilà. Ce livre s'achève quand il monte sur le trône. D'accord. Il y aura son règne. Donc il y a 9 ans. Il a 7, 8, 9 ans. Il a juste 9 ans. Il y a encore 9 ans à relater. Voilà. Donc il y aura encore 2 autres volets. Est-ce qu'il parvient à construire une pyramide pour lui?
Non, pourquoi? Parce que les pharaons de la 18e dynastie, vous savez... Il est le 13e, je crois, le 11e de la 18e dynastie. Vous savez, les pharaons de la 18e dynastie avaient abandonné les pyramides. Les pyramides, d'accord. Voilà, donc ils creusaient leur tombe dans la roche. Donc je crois, vous savez, c'est une civilisation millénaire. Donc chaque dynastie a eu ses innovations. Voilà, a eu ses innovations, a eu son apport positif. Voilà. Alors pour terminer, donc... Ma dernière question. Il est clair que vous avez une fascination pour le personnage Toutankhamon. Qu'est-ce qu'il fait que les autres pharaons ne font pas? Ou bien qu'est-ce qu'il inaugure et que d'autres sont obligés de suivre? On va y répondre rapidement. Oui, rapidement. Bon, Toutankhamon, il faut rappeler un peu le contexte. Il est le fils d'Akhenaton. Akhenaton et de sa sœur. Et Akhenaton, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Parce que c'est le père du monothéisme. Il dit aux Égyptiens, arrêtons de prier plusieurs dieux. Dorénavant, c'est le dieu Aton. Donc, il vient avec une révolution théologique. Et à sa mort, malheureusement, Toutankhamon est trop faible pour continuer le... Physiquement. Physiquement. Il est enfant. Oui, voilà. Donc, Toutankhamon, sous la pression des prêtres, va revenir à l'ancien système. Donc, il est ballotté, il revient à l'ancien système. Et son père, qui était un génie militaire, à sa mort, l'Égypte était très affaiblie. D'accord. Toutankhamon va relever ces défis-là. Mais comment? Est-ce qu'il va faire la guerre? Est-ce qu'il va... Donc, c'est autant de questions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Toutankhamon disparaît à 19 ans, 20 ans, on trouve dans sa tombe des présents des rois hittites nubiens de l'époque. Nubie, donc. Voilà. Donc c'est la preuve que... Les rois noirs. Voilà, c'est la preuve que il a réussi. Donc, la Nubie était à côté de la frontière avec l'Éthiopie. La vallée. Voilà. C'est la vallée, c'est la vallée du Nil. C'est le peu de la vallée du Nil. Exactement. C'est ça. D'accord. Donc, ça montre... Est-ce qu'il règne vraiment, finalement? On peut se poser la question. La question est ouverte. Prochaine émission. On attend le tome 2. Oui, le tome 2. Merci en tout cas, Monsieur Seydou Gounia, d'être venu nous partager votre passion sur l'Afrique et sur votre désir de voir la vérité historique africaine prendre le pas sur tout ce que nous connaissons. Docteur, un mot pour terminer? Oui, moi je pense que ce livre, il est intéressant à plus d'un titre. Ce n'est pas un petit livre à l'eau de rose facilement écrit sur des histoires qui sont dans notre quotidien. C'est un livre qui démontre, qui parle d'une vraie passion et qui allie à la passion un certain niveau de recherche quand même. Sur des sujets sérieux. La vie d'un roi qui peut influencer et impacter toute une mentalité, transformer toute une sorte de mentalité en Afrique. Je pense que c'est un livre qui est encouragé à lire. D'ailleurs, il est bien présenté dans sa stature, dans le format, le papier est bon, facile à lire. Il a d'ailleurs obtenu un prix. Et je suis sûr que la critique ivoirienne est tellement acerbe qu'obtenir un prix n'est pas du tout à la portée du premier venu. Donc c'est un livre encouragé. Et je félicite M. Gounia pour ce petit livre qu'on lit facilement. Merci. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Merci.